Idemo tugo niz rijeku dole, dole sad rane manje bole. Još mi je san pistar ko dan, još je pjesmom dozivam. Ne pitaj tugo šta me to tjera, ili je ljubav ili je vjera. Il insultait les techniciens et compagnie, mais avec des gros mots. Enfin, il y allait sec, quoi. Oh, désagréable. Non, non, c'était bien les Ositrones cette année-là. Ah ouais. Oh, mais c'est au tout début, ça. Hein. Il y avait les Ositrones. Ensuite, il a clamsé, donc. Bon, Karine et Maud, tout le monde vous connaît à Canal Pourpre, alors c'est pas la peine de vous présenter parce que depuis 2010, vous avez fait la une de notre journal permanent. Bah, on montrera le son. Bon, Ah, mais là, il faut que tu recommences. Et donc, voilà. J'avais une question. C'est quoi la différence? Alors, tu vas me dire qu'il n'y en a pas, donc il faudrait peut-être que je reformule ma question. Mais tout à l'heure, dans la conversation, vous avez dit qu'on vous reprochait quelque chose du genre ne pas confondre, ou confondre, je ne sais plus, transsexuel et transgenre. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer gentiment, sans deck? Gentiment? En parlant des trans, ça va être dur. Bon, en fait, il n'y a pas de différence. Non, mais alors, qu'est-ce que les gens appellent? Plutôt, s'il y a une différence, c'est en raison du contexte. De manière globale, le débat, ou ce qui tient lieu de débat sur la question trans, souffre de la manière dont la question a été traitée, ou plutôt la manière dont on a psychanalysé puis psychiatrisé la question trans. Donc c'est toujours une question de contexte qui a évidemment influencé la question trans. Alors je vais poser ma question autrement, excuse-moi. Le changement de sexe est-il comparable au changement de genre? Est-ce que... Parce que moi je m'en fous des définitions, j'y crois pas trop à tous ces trucs, mais comment les gens distinguent-ils changement de sexe et changement de genre? Moi, je vais quand même revenir un petit peu en arrière. Les gens aiment bien les catégories. Et c'est vrai que dans les esprits, une personne transsexuelle, donc avec... voilà, et donc dans la médecine légale, mais en même temps, le terme s'est popularisé dans les médias. Et il a désigné des personnes qui changeaient de sexe, donc ça comprenait opération de changement de sexe. Quand on voit arriver les personnes transgenres qui proposent d'autres transitions identitaires, qui ne comprennent pas forcément des techniques médicales, on les a mis du côté du transgenre, mais bien pour, pas pour créer entre guillemets une nouvelle comme ça définition pour faire joli, mais vraiment pour les distinguer des personnes transsexuelles. Alors attends, donc transsexuel ça veut dire je me fais opérer et je me dirais transsexuel, mais si je ne me fais pas opérer, mais que on me prend pour un mec, je veux être une nana, ou on me prend pour une nana, je veux qu'on me prenne pour un mec, là je serai transgenre. C'est l'opération qui fait la distinction? On va dire dans les définitions telles qu'elles ont été posées, oui. Moi je suis absolument opposé à cette catégorisation, parce que c'est considérer les transitions identitaires comme fixes. Alors qu'en fait, il n'y a pas de fixité. On a des personnes, à un moment donné, qui s'embarquent dans des transitions, qui vont se définir. J'ai connu des personnes qui se définissaient au départ comme travestis, en disant « je crois que je suis travesti », puis finalement, peut-être que je pense du côté du transgenre. Et quelques années plus tard, ces gens-là avaient fait des transitions absolument complètes et n'arrivaient même pas... disaient voilà, ça a été ma transition, elle s'est faite telle que comme ça. Je me suis mis dans des catégories, mais
Alors, je veux quand même ajouter que c'est une sorte de confort pour les gens pour essayer de catégoriser les personnes trans. Quand on fait une grande catégorie qu'on va appeler transidentité, où on va mettre en avant le changement de genre, parce que c'est le point commun à toutes les personnes trans, le changement de genre. Et donc c'est pour ça qu'il me paraît intéressant de mettre quand même ça en avant. Je te remarque que tu catégorises un peu quand tu dis les gens, mais bon, c'est pas très grave. Tu es d'accord avec cette éminente universitaire qui vient d'accepter de nous parler en nous honorant beaucoup, parce que bon, on l'a pris entre deux avions là. Tu es d'accord là-dessus? Moi, ce dont je suis d'accord, c'est le fait que jusqu'à présent, on avait pour parler de la question trans, on avait essentiellement surfocalisé sur la question du changement de sexe. Ce qui tendait à dissimuler, le fait qu'on avait psychiatrisé cette question. On a fait beaucoup de théories pour justifier la catégorisation en psychiatrie. Et surtout, ça dissimulait quelque chose de très important, c'est le changement de genre. On peut complètement changer de genre sans changer de sexe. Pour autant, le changement de genre implique un changer de genre social. Voilà. Donc, genre social, tu veux dire quelque chose par là? Oui, c'est-à-dire... dire masculin-féminin? Pas nécessairement masculin-féminin, mais genre social a été désigné, par exemple Nicole Claude-Mathieu en anthropologie, celle qui en France a fondé ou a utilisé le plus cette notion-là pour définir une appartenance de sexe social différent ou non du sexe biologique dans lequel les enfants sont assignés, éduqués et dans lequel ils se socialisent. La notion est importante parce que on dénaturalise la notion de sexe. Là, on parle de sexe social, c'est-à-dire d'appartenance sociologique, et non pas de sexe biologique. Donc, si on voulait être tout à fait correct, je pourrais dire je suis socialement un garçon, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, mais de manière indépendante du sexe gonadique, du sexe hormonal, du sexe chromosomique. Tu peux très bien être un garçon, être socialisé comme un garçon, et pour autant, tu peux aussi, d'un point de vue des chromosomes, être intersexe, sans que tu le saches. On voit bien que la notion de sexe social, ce n'est pas la même notion que le sexe biologique. Le second point, c'est... Excuse-moi, mais même le sexe biologique, tu penses qu'on peut le catégoriser quand même? En disant sexe biologique, tu dis XXY ou XY, c'est ça? Parler du sexe ou de genre, de toute façon, c'est toujours une opération politique de césure. Il s'agit de séparer les gens en groupes, en population, et une fois que cette opération de séparation est effectuée, de contraindre, ou par adhésion ou par impératif, de contraindre les gens à rester dans leur appartenance de sexe. C'est cela qui est prééminent dans la question de trans, c'est que les gens changent d'appartenance de sexe. D'accord, mais j'insistais sur sexe biologique parce que autant vous veniez aux rencontres, quand on vous avait invité en 2010, là, l'une des choses qu'on avait apprises, c'est que même cette appartenance, cette identité biologique XY ou XXY n'était vraiment pas arrêtée et qu'il y avait toute une variation possible entre ces deux prétendus points, mais qui sont en fait des points sur un vecteur qui se balade un petit peu. Et donc voilà pourquoi je tiquais sur le côté sexe biologique, parce qu'à la limite, même ça, c'est une catégorisation imprudente, puisque c'est quand même socialement que tout ça existe, quoi. Oui, ouais. Oui, c'est socialement que tout cela existe. Depuis belle lurette, un certain nombre de sciences, à commencer par les sciences dites biologiques,
ont démenti le fait qu'il n'y avait que 2 sexes et qu'il y avait une corrélation sociologique forte dans toutes les sociétés entre le sexe et le genre. C'est faux. Un certain nombre de sociétés sont binaires, d'autres sociétés ne sont pas des sociétés binaires. Elles peuvent être ternaires, voire aller jusqu'à 5 sexes sociaux. C'est pour ça que la notion de sexe social ou genre social est aussi importante pour comprendre. Mais que ce soit dans les sciences biologiques, qu'en anthropologie, etc. Alors, donc, c'était quoi l'objet de la controverse entre transgenre et transsexe? Pourquoi est-ce que les féministes sont-ils ou sont-elles si attentifs ou attentives à cette distinction qui n'en est pas une, comme vous venez de nous l'expliquer? Déjà, c'est pas l'ensemble, hein. Je veux dire, c'est voilà, dire l'ensemble, on va dire, oui, dans des microcosmes. J'ai envie de dire, par moments, c'est une sorte de, j'ai envie de dire, c'est une sorte d'académisme, hein, parce que c'est surtout dans l'université que j'ai pu voir ça. Les gens tiennent, comme je disais tout à l'heure, il faut absolument distinguer pour pouvoir parler des gens, et il y a une sorte de confort à vouloir distinguer de cette façon, parce que appréhender l'ensemble des populations trans d'un bloc, évidemment il est hétérogène, mais d'un bloc, il y aurait peut-être trop d'enjeux méthodologiques que de distinguer bien les gens et de dire on va plutôt travailler sur les transsexuels ou plutôt travailler sur les transgenres. Alors, par exemple, sur le plan académique, ce qui est intéressant, c'est que les recherches qui sont faites, elles sont faites essentiellement sur les personnes transsexuelles en protocole hospitalier. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard parce que c'est un terrain qui est hyper confortable. C'est un public qui est déjà, c'est un terrain, il est déjà tout fait. Et tout fait. Il suffit d'aller voir une équipe médicale avec la carte universitaire. Et ben voilà, je voudrais travailler là-dessus, bidule machin. Alors que travailler sur l'ensemble des transidentités, ça veut dire aller sur le terrain associatif, ça veut dire rencontrer les différents profils. Et là, les gens ne savent plus du tout comment gérer des personnes qui font des transitions d'un type et des transitions d'un autre type. Ils ne savent pas du tout comment les gérer sur un plan méthodologique. Parce qu'à la limite aussi, ce qui m'a interrogé, c'est que vous vous voyez reprocher de réintroduire de la binarité. En tant que trans, on vous dit « Ah ben oui, on ne va pas vous écouter parce que finalement, vous confirmez la binarité que vous êtes quand même censé pas mal critiquer. » Mais là, c'est parce qu'en fait, les gens, essentiellement, moi, dans ce que j'en vois, ils s'en réfèrent à ce qu'ils ont souvent vu dans les médias. Essentiellement, c'est ça, le pire, c'est qu'ils s'appuient sur cet imaginaire médiatique d'une personne trans, donc en général plutôt des femmes blanches, plutôt des femmes hétérosexuelles, et qui disent être des vraies femmes, et quand c'est des hommes ou des vraies femmes qui veulent être dans la société, des vrais hommes et des vraies femmes comme les autres. Et c'est ce discours-là qui est surtout celui qu'on entend dans les médias, qu'on retrouve, et les gens se sont fait une idée des populations trans sur ces discours-là. Et donc s'imaginent que l'ensemble des transidentités tiennent ce même discours. Donc il y a une sorte de généralisation des discours simplement les plus visibles, les plus médiatisés, pas forcément majoritaires. Et c'est à partir de cette idée-là qu'en disant, mais regardez, vous confortez l'ordre des genres, puisque pour vous, une femme, c'est exactement ce que la société dit, et nous, en tant que chercheuse féministe, par exemple, on veut déconstruire cette construction et ces rapports hommes-femmes, et vous, les trans, dans vos discours, vous les reproduisez. Seulement le problème, c'est que... Ils vous disent dans le discours seulement, et ils vous attaquent pas sur votre apparence ou des trucs comme ça, en disant « Ah bah oui, Karine, t'es une nana, bien sûr, alors tu défends les nanas en tant que non-mec, non ?» Non, jamais. Non, ça non. Pas en université en tout cas. À la limite, quelle tête il faudrait avoir pour... Et pour moi, cette distinction entre les trans et les transsexes, transsexuels et transgenres, c'est essentiellement surfocalisé sur un conflit pour masquer d'autres choses. Il est assez amusant, sinon ironique, de nous reprocher à nous de rebinariser et de renaturaliser, alors que précisément jusqu'à présent, le féminisme, ou plutôt les féminismes, n'ont jamais mis en cause, la binarité des sexes ou la binarité des genres, et surtout n'ont jamais remis en cause, et ont encore moins analysé jusqu'au bout l'assignation de genre selon le sexe. Or, la première chose que la militance trans et intersexe, c'est cela qu'on a en commun,
ainsi que désormais la militance des identités non binaires. Ce qu'on a en commun, c'est la contestation de l'assignation du genre au sexe. Dire que c'est un fait universel, aujourd'hui on sait que c'est faux. Mais en fait, on sait que c'est faux avec, par exemple, avec l'anthropologie depuis le début du XXe siècle. On sait que c'est faux. Dans d'autres sociétés, l'assignation ne se passe pas selon les modalités de l'Occident chrétien. Voilà. Alors, et même en Occident chrétien, comme tu dis, il y a quand même beaucoup d'exceptions, beaucoup d'irrégularités, de divergences et de marges. Enfin. Oui, mais malgré tout, ces irrégularités confortaient la règle. Il y a un autre sujet qui est en arrière-fond de ce conflit que nous on trouve un peu stupide, un peu pathétique, mais bon, ça fait parler. C'est ce qu'on nous reproche souvent, c'est de se conformer aux normes. Alors ça, c'est le grand truc, c'est que le féminisme, au fond, aurait toujours surfé sur le fait qu'il fallait se dénormer. Mais sans contester la binarité, sans contester l'assignation, sans contester l'appartenance sexuelle, sans déconstruire... Confortable. Voilà. Alors, moi, si c'est ce féminisme universitaire qui consiste à parler depuis une position privilégiée pour des gens privilégiés dans des conditions privilégiées, c'est-à-dire ne pas être trans, ne pas être noir, ne pas être pauvre, ne pas être précaire, ne pas se faire alpaguer dans la rue quand tu es repéré, que tu es trans ou un travesti, etc. Alors moi, disserter dans des conditions de privilège à l'abri de l'université, à l'abri de l'institution, je veux bien. Mais qu'on ne vienne pas me dire que tout ça, c'est pour au fond se renormer, se reconformer en reproduisant toute la hiérarchie inégalitaire entre hommes et femmes, entre féminin et masculin, etc. Non seulement nous contestons la psychiatrisation, la juridicisation de nos existences, mais surtout nous contestons l'assignation binaire elle-même. Non, il n'y a pas que deux sexes qui reproduisent deux genres sociaux et seulement deux genres sociaux. Hommes et femmes, ce n'est pas un fait de nature, c'est un fait de culture dans toutes les sociétés. Il y a d'autres moyens, il y a d'autres identités, il y a d'autres moyens de construire son identité, il y a d'autres moyens de ne pas construire son identité. Il nous faut aussi interroger ce que signifie le mot identité, surtout quand les gens... C'est même pas un fait, en fait. Il n'y a ni de culture ni de nature. C'est du fabriqué, comme le nom du fait. C'est un construit. Oui, c'est une fiction. Mais intéressante, hein, il faut pas. Mais est-ce qu'il y a de vraies objections que vous rencontrez? Je veux dire, est-ce que des objections hiérarchiques. Tu m'as bien compris. Je veux dire de vraies, celles que tu pourrais à la limite partager parce que tu les comprends, quoi. Non. Disons que tant que la thèse psychiatrique tenait, s'il était relativement facile, sinon très facile, de mettre ces gens, les trans, à distance et en faire des marginaux, des cinglés... Il n'y a pas d'objection, ok, à tout ça. Mais alors, il n'y a pas d'objection à quoi exactement? C'est-à-dire, au fond, l'idéal, ce serait de dire nous sommes tous des trans, quoi. C'est ça? C'est trop? Oui, parce qu'il faudrait complètement redéfinir le mot, ce que signifie le mot trans dans la société. Des gens en transition, des gens qui traversent, comment vous dites, les passants, passeurs, passés. Oui, je disais, les personnes trans, elles aimeraient peut-être pas ça, parce que dans les cercles où on voit par exemple des gens de l'extérieur se dire « Ah ben moi quelque part je suis un peu trans », il y a des gens qui le prennent très mal, mais ils le prennent mal parce que les personnes se sentent, en étant dépossédées du mot,
se sentent dépossédées de l'expérience de vie. Et notamment, entre guillemets, peut-être des souffrances qu'elles ont eu à endurer. Et les gens disent, non, tu peux pas te dire trans parce que tu n'as pas vécu ce que moi j'ai vécu. Voilà. Donc, Je ne suis pas sûr que ce soit une objection sérieuse quand même. non, mais on la retrouve. On la retrouve, voilà, qu'on peut la retrouver au fil des rencontres. Après, elle n'est pas théorisée, hein, mais voilà. En tout cas, c'est ce qu'on a en commun avec la population intersexe. Vincent Guillot l'analyse très bien quand il dit qu'il y a tout un tas de personnes intersexes qui, si on les privait du contexte médical, psychiatrique, eh bien, du coup, il n'aurait plus cette forme de légitimité. Voire d'identité. Donc, voire d'identité. Si on les prive de cette légitimité médicale à être intersexe, à avoir été assigné chirurgicalement, la plupart du temps et pendant l'enfance, eh bien on les priverait de leur identité. Il y a beaucoup de ça chez les personnes trans, mais aussi chez par exemple les personnes dites neuroatypiques. Elle aussi, une partie de la population aime beaucoup cette espèce de confort de la définition médicale qui vaut littéralement pour institutionnalisation de mon identité un peu différente à moi. Ça ne serait pas une objection quand même? Une objection sérieuse, c'est-à-dire... moi, je suis assez d'accord, hein, nous sommes tous trans, ça me va très bien. Je n'ai pas l'impression d'avoir une identité particulière, arrêtée, assignée, etc. Mais évidemment, c'est une chance pour moi, je reconnais que... Voilà. Il y a une alternative au mot, c'est le mot justement, c'est ce qu'on appelle le genre fluide. Aujourd'hui, on voit ce mouvement et de tout un tas de gens qui commencent à parler de genre fluide et qui se définissent comme des identités fluides. Et du coup, une très bonne alternative à, entre guillemets, au mot trans. Pour le coup, fluide, c'est très bien. Mais non, mais c'est ça, c'est la fixité plutôt que l'identité, l'objection. Enfin, les gens, on se heurte à un certain désir de fixité, quoi. Alors que vos thèses sur les trans, il faudrait en arrêter avec la fixité, quoi, avec le fluide, évidemment, faire peur à tout le monde parce que ça veut dire ah bah oui, mais dans le fluide, dans l'eau, on va tous se noyer. Enfin, on va. Voilà. Pour revenir à ces histoires de catégorisation et de frontières, donc entre ce qu'on disait au début, le fait qu'on catégorisait peut-être trop, entre ce que propose Gilles, décatégoriser totalement, et donc finalement ce que tu disais toi, c'est-à-dire nier tu disais c'est nier ses souffrances, nier cette identité, mais est-ce que les catégories de trans ou d'homo revendiqués, est-ce que ça n'a pas été aussi un moyen d'obtenir des droits? Est-ce que si on décatégorise complètement, ça empêche je sais pas, de se subjectiver et politiquement d'avancer et de réclamer des droits? Est-ce que justement tout à l'heure tu disais que c'était cette différence entre transsexuel, transgenre, tu n'étais pas vraiment pour, mais est-ce que le fait de se réapproprier une catégorie, ça permet aussi de combattre, de défendre et d'obtenir des droits? Bon, on l'a vu récemment, la loi française a changé, je ne sais pas si elle est bonne, ça a été aussi un moyen pour les militants et les mouvements d'obtenir des droits politiques. C'est d'ailleurs comme ça que toutes les minorités se font piéger à cette espèce de chantage qui consiste à nous donner des droits. Plein de gens oublient que si on a gagné des droits, si une minorité gagne des droits, c'est d'abord parce que dans une démocratie culturelle de droit, on nous l'a volé. On nous a ôté des droits de citoyens lambda, pas par exemple que je puisse me marier avec Karine sans passer par un tribunal ou un dispositif spécial, de pouvoir changer de genre, voire il faut bien un dispositif spécial si tu veux te marier au sens public du terme, au sens social. Oui, mais je prenais juste un exemple, juste pour souligner cette espèce de chantage politique qui consiste à dire vous avez gagné des droits, mais ça dissimule le fait que on nous les a d'abord ôtés.
Mais juridiquement, ils n'existaient pas, on les a pas ôtés, s'ils n'existaient pas. Mais bien entendu, D'accord. mais pourquoi pourquoi les minorités ne peuvent pas bénéficier des mêmes droits que la dite majorité? Je vais donner un exemple tout simple, pour essayer de compléter ce que dit Maud. Par exemple, tu étais une personne, tu te vis, peu importe le terme, transgenre, transsexuel, peu importe. Tu veux faire une transition et tu veux passer par un protocole hospitalier. Imaginons que tu aies été marié et que tu aies eu des enfants. Là, tu commences à perdre des droits. À partir de ce moment-là, parce que pour pouvoir avancer dans la transition, à une époque, le divorce était obligatoire. Et qui disait divorce, disait aussi perte de la garde des enfants, etc. Et donc c'est tout un engrenage qui se met en route où les gens commencent à perdre leurs droits, à commencer par leurs droits parentaux par exemple, ou leurs droits conjugaux. Et ça commence aussi comme ça. C'est aussi perdre ces droits, c'est aussi peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie de rester mariées avec leur époux ou leur épouse malgré leur transition. Je veux dire ça me semble important. Alors pour en revenir à cette question de distinction, je veux dire, oui et non, en fait c'est une lame à double tranchant. Imaginons que, par exemple, dans des revendications pour les droits des personnes qui veulent faire des opérations, qui veulent un parcours médical facilité, etc. Effectivement, le fait qu'il y ait un trop bloc, on va dire un gros bloc transidentité avec des revendications qui se mélangent, qui se croisent, qui ne sont pas forcément les mêmes, ça va, entre guillemets, peut-être compliquer le discours, surtout que c'est un discours spécifique à des personnes qui font des transitions spécifiques. Ça va le troubler, c'est clair. De la même façon, ça va le troubler par exemple pour l'état civil. Et là, ce qui est arrivé par exemple dans cet état civil, c'est qu'on a vu quand même, en tout cas en off, dans l'associatif, c'est que les personnes qui faisaient des transitions avec des appels aux techniques médicales avaient envie de dire ouais, moi je veux un changement d'état civil, j'ai pas forcément envie de sacrifier ma loi, celle qui est faite pour mon type de transition, pour ouvrir les transitions aux autres. Parce que là, ça va compliquer le discours, on va peut-être me la refuser, on va refuser mes droits, et donc c'est vraiment compliqué. Alors, en termes d'avancée globale, c'est ça que je dis, c'est-à-dire que pour des revendications très précises, ça peut ça peut se retourner effectivement contre les personnes, selon le type de revendication qu'elles ont. Globalement, ce thé très global a réussi à s'intégrer dans ce qu'on appelle dans le mouvement les lesbiens, gays, bi, trans, intersexes, queer, et il a y construire une certaine place avec le temps. Mais c'est le bloc T qui a réussi ça. Les personnes transsexuelles en elles-mêmes, en tout cas il y a 20 ans, elles n'auraient pas milité du tout pour être dans le LGBT par exemple, du tout. Et on a encore des groupes, des associations en France qui ne sont pas pour le fait d'être avec les LGBT. Donc tu vois, c'est vraiment... On a les deux cas de figure, en fait. Le point crucial, c'est la binarité. Qu'est-ce qui faisait qu'ils refusaient que les T soient intégrés à ce mouvement général? Les personnes ne voulaient pas que l'identité de genre, finalement, en disant moi c'est une question d'identité de genre, soit confondue avec l'orientation sexuelle. Parce que ça va rajouter des trucs encore... Il y a des personnes... Les mouvements lesbiens, gays... Et bi ne voulait pas spécialement intégrer les mouvements trans. Non. Ça a été vraiment... Puis de toute façon, ils ne contestaient absolument pas la binarité sexuée et sexuelle. Ouais, ils ne la contestaient absolument pas, puisque cette recherche-là, cette manière de dire les choses, c'est venu avec nous. Donc d'ailleurs... ce qui est valable dans un sens, ce qui est valable dans l'autre. On retrouve une partie non négligeable des personnes trans qui sont violemment homophobes, qui sont violemment racistes, etc. Le fait d'appartenir à une minorité n'est absolument pas ni un gage d'intelligence ni un gage de sagesse et et encore moins de recherche. Ils sont dans ce que j'appelle un chantage politique, c'est-à-dire puisque vous m'avez mis d'autorité dans une minorité, c'est aussi ça qu'on a en commun avec la question homosexuelle, c'est qu'on a été psychiatrisé, l'invention de l'homosexualité avec Ambroise Tardieu au mi-temps du 19e siècle, c'est ça qu'on a en commun, d'avoir été psychiatrisé.
Mais parce que sur le fond, les LGBT, queer, intersexes, identité non binaire, etc., c'est qu'on a tous, en tout cas pour la partie militante et la partie réflexive, on a tous en commun de se poser la question, qu'est-ce que c'est que le genre, qu'est-ce que c'est le sexe, c'est quoi ce lien sexe-genre bizarre, puisque ce n'est ni un fait de culture ni un fait de nature, c'est quoi? Si c'est un construit social, est-ce qu'on peut s'en départir? Comment s'en départir? Est-ce qu'on peut sortir de la binarité? Mais du coup, c'est quoi la binarité? Enfin, on a en commun plein de choses et on a en commun cette question, cette manière de reformuler l'identité comme une espèce de, je crois que c'est Butler qui dit, de fiction stabilisée. C'est une fiction stabilisée auquel les gens croient, ont adhéré, ils aiment bien, c'est leur moi j'aurais envie de dire c'est leur fantasme préféré. Mon identité c'est mon fantasme préféré. Voilà. Mais pour autant, le fait d'être dans une minorité, c'est imposé. C'est complètement imposé et du coup, on comprend très bien que les gens font des chantages intellectuels, politiques avec ça, qui consiste à dire moi je voulais pas être trans ou je voulais pas être dans une minorité. Je me suis découverte dans une minorité, moi je suis juste une citoyenne lambda, je veux être comme tout le monde, etc. Et on comprend bien que ces gens-là, ils se retournent vers nous en disant mais quoi mais non, mais il n'y a pas besoin d'être fier d'être trans ou d'être intersexe ou d'être homo. Ce n'est pas un gage de vérité d'être un déviant, etc. Il y a tous ces discours-là qui polluent la réflexion et donc le débat et donc la revendication de droit auprès des institutions. Mais ce qui est désormais très contemporain dans la question trans et intersexe, c'est le fait qu'on conteste l'assignation, on conteste les modalités administratives de l'état civil. Et donc on pose la question de quel est le lien entre l'assignation à un état civil réputé fixe, or c'est faux, la vie n'est pas fixe, et votre identité. Eh bien, mon identité, moi, elle n'est pas du tout fixe, tandis que mon état civil est inscrit dans le marbre. Voilà, c'est ça la différence. C'est en train de s'arranger quelques fois, mais c'est encore très long. Bon, ben voilà, on a plein de questions en commun, mais la réponse est quand même qu'il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Vous êtes toujours militante quand même, malgré tout ça? Malgré votre longue expérience? Parce que moi, à votre place, je dirais, bon, les militants commencent à me faire chier, quoi. À vrai dire, c'est beaucoup ce qu'on dit. On est de moins en moins militants sur le terrain, même si quand on nous demande une formation, on va donner notre formation, on se paye une bonne tranche, c'est très sympa, mais la militance en tant que telle, c'est souvent très dogmatique, c'est très long, il n'y a pas beaucoup d'humour, on ne boit pas beaucoup. C'est un passage obligé aussi pour les jeunes trans, je sais pas. Non, pas du tout. Non, il y a plein de trans qui vont juste dans les équipes officielles. Au Canada, tu as vu une petite ambiance différente quand même, non? Ouais, c'était très différent en tout cas. Il y avait plein de petits jeunes, des petits jeunes trans, majoritairement, et même que des garçons trans, très ouverts, très curieux, envie de travailler sur les questions trans et pas forcément de jouer la carte de la... Voilà, mais ou en tout cas de faire des recherches engagées. Il n'y a pas les mêmes tabous que par rapport à la France. Là-bas, on peut faire de la recherche en disant, Il y en a peut-être d'autres, mais... Voilà. Et donc qui parlaient de leurs difficultés, des hostilités qu'ils rencontraient, mais en même temps avec une solidarité que malheureusement je ne retrouve pas forcément ici, et que je retrouvais là-bas. Et quand j'y suis allé, ils étaient vraiment très très demandeurs de conseils, etc. Et je trouve ça génial, quoi. Ouais, c'est vachement bien. Il y a un truc qui m'a beaucoup intrigué et intéressé, c'est que par exemple
parmi les universitaires et les militants trans et intersexes à Montréal. Ils militent pour autre chose dans le même temps. Ils sont très intéressés et surtout très inquiets pour les peuples amérindiens de l'actuel Canada, de la nation inuite, tout en étant très engagés dans la militance trans et intersexe. Donc s'il n'y a pas juste une militance, je ne sais pas s'il y a un rapport, mais en tout cas, leur réflexion sur leur question identitaire, elle est nourrie par d'autres questions autres que d'autres dominations, d'autres questions, d'autres colonisations historiques. Ils ont d'autres champs, ils ont élargi leur champ et à d'autres questions, et de ce fait, personnellement, je les trouve, ces gens-là, beaucoup plus intéressants, beaucoup plus curieux. Voilà. Merci les filles. Ça va Christine? Allez, on va libérer Christine parce qu'elle est très fatiguée. On parlait français. Exactly. I hear people talking a bit ruder. Yeah, that's